Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Gers. 1 square du Croisic, 75 015 Paris. www.gers-bilingue.net. Le bilinguisme, aujourd'hui et demain. Comment, pourquoi le bilinguisme précoce? Bilinguisme et implant cochléaire, qu'en est-il? Novembre 2003 à 17 €. Le bilinguisme, bien lire et mélire. Comment utiliser fructueusement la connaissance de la LSF pour entrer dans l'écrit? Novembre 2004 à 15 €. Numéro 1, relations sourds-entendants dans les équipes. Que se passe-t-il dans les équipes sourds-entendants? Parents, professionnels sourds et entendants, quel point de vue? Novembre 2005 à 18 €. Numéro 2, être biculturel, le cas des sourds. Être biculturel est fréquent chez les entendants. Qu'en est-il des personnes sourdes? Vivre sa surdité en étant biculturel, bilingue, sans complexe, pour une meilleure qualité de vie. Mars 2007 à 15 €. Numéro 3, le jeune enfant sourd. Consensus et controverse. Le monde change, les lois aussi. Sommes-nous tous d'accord avec les nouvelles orientations? Mars 2008 à 17 €. Numéro 4, l'adolescent sourd, son parcours et ses questions. Mai 2009 à 16 €. Comité de lecture. Annette Korouben. Orthophoniste, ex-présidente du Gers. Dr Jean-Claude Korouben. Pédiatre, ancienne interne des hôpitaux de Paris. Ex-chef de clinique. Hélène Hugoninck. Doctorante en ethnologie. Dr Elisabeth Zuckman. Médecin de rééducation fonctionnelle. Présidente honoraire du GPF. Remerciements. Nos remerciements chaleureux à la Fondation Orange pour son appui lors de la réalisation des Journées d'études du Gers. La traduction en langue des signes française, LSF, des conférences de la journée du 7 novembre 2009 a été assurée par les interprètes du SIL, service d'interprète en langue des signes. Annette Korouben. Orthophoniste. Ex-présidente du Gers. Introduction. Dessin de Pascal Fingent. Pour le colloque du Gers du 22 novembre 2008. Dire et redire ce qui se passe durant les premiers mois où la surdité pénètre dans une famille peut sembler au premier abord enfoncer des portes ouvertes. Cependant, le temps œuvre, les esprits comme les mœurs évoluent. Les jeunes professionnels peuvent toujours tirer profit de ce qui est advenu à un temps T de l'évolution de la société dans le domaine qui les intéresse. Ce thème, pourtant connu, est demandé et redemandé. C'est pourquoi le Gers a souhaité l'aborder, en reprenant la chronologie des différentes démarches qui vont du soupçon de surdité de l'enfant au moment crucial du choix éducatif. Nous avons négligé le thème des implants cochléaires déjà commenté lors du colloque, le bilinguisme aujourd'hui et demain, en 2003-1. Le temps des parents durant cette courte période est différent du nôtre, les professionnels. Il s'étire sur plusieurs mois, engendrant une hyperactivité dont l'enfant sourd est le focus. Pour eux, tout est nouveau, à découvrir, à assimiler. Tout ce qui concerne leur enfant est enrobé d'affectivité. Et cette affectivité rejaillit aussi sur les professionnels qu'ils vont avoir à fréquenter dès ce commencement, et ensuite durant de longues années. Professionnels qui vont avoir à se méfier d'eux-mêmes, de leur habituation. Ils devront savoir répondre avec justesse et honnêteté aux questions posées, ne pas éluder. L'éducation précoce qui suit le diagnostic de surdité, qu'elle ait lieu dans des CAMSP ou des SAFEP, doit être menée par des personnes expérimentées, ayant une pleine conscience du rôle des parents et capables de travailler en réel partenariat avec eux. Annoncer une surdité est présenté par le professeur René Dauman du CHU du groupe hospitalier Pellegrin de Bordeaux. C'est un temps fort du parcours des parents. De la manière dont se déroulent ces consultations, va s'organiser la suite. Et c'est ce dont le professeur Dauman avec délicatesse explique le processus. Dans la foulée, des parents racontent comment cela s'est passé pour eux, et nous verrons que le diagnostic de surdité de leur enfant vécu par ces personnes, conforme à celui de nombreux parents, n'est de nos jours, malheureusement pas toujours aussi plein de tact que l'on aimerait.
Pour mon compte, j'ai parlé des premières rencontres, tant du côté des parents que des professionnels, ce qui se produit dans ces premiers face-à-face entre ceux qui sont censés savoir et les parents qui ont encore tout à apprendre dans ce domaine. Madame Nathalie Lafleur, audioprothésiste, s'est spécialisée en audiométrie pédiatrique. Elle nous parle de sa pratique au quotidien et relate les finesses que requiert l'appareillage des jeunes enfants. 3 professionnels sourds, Daniel Abou, Emmanuel Bureau et Bachir Saifi, qui ont tous les 3 un passé d'une dizaine d'années en CAMSP en tant qu'éducateurs, chacun ayant eu un rôle spécifique, nous font part de leur expérience. Daniel Abou a été un partenaire actif lorsque le CEBES, Centre expérimental bilingue pour enfants sourds, a créé un service d'accueil consacré aux parents sourds et leurs enfants entendants. Emmanuel Bureau, éducatrice spécialisée, a eu l'idée avec ses collègues sourds et entendants de rendre perméable la ville et le centre en centrant une partie de leur travail de façon pragmatique sur la vie réelle, et Bachir Saifi, comédien, a été un conteur talentueux faisant entrer le merveilleux dans l'imaginaire des enfants. Marie-Laure Fruchard, mère de 2 enfants sourds, nous confirme que tout n'est pas simple lorsqu'il faut annoncer la surdité de son enfant à ses proches, à ses amis. Elle nous montre à quoi et à quelle stupidité et idées reçues il faut s'affronter quand on est sous le regard des citoyens ordinaires. Et enfin, Dominique Seban-Lefebvre reprend les relations avec les pères et fratries et aborde aussi ce désir d'enfant sans défaut que nous promettent les progrès scientifiques et les dérives possibles. Je ne peux terminer cette introduction sans indiquer qu'Anne Van Brugge me succède maintenant à la présidence du GERS. Celui-ci continuera à œuvrer dans l'orientation qui fut la sienne depuis 1982, celle de donner les meilleures chances aux enfants sourds et aux adultes qu'ils deviendront, dans un souci d'ouverture pour un bilinguisme bien équilibré tenant compte des besoins psychologiques de l'enfant sourd et de son intégration future dans la société et le monde du travail. Je souhaite bonne route au GERS et à sa présidente. Je tiens aussi à remercier Martine et Marc Renard des éditions du Fox, qui nous aident chaque année à mettre joliment en page les actes des colloques du GERS. Dessin de Pascal Finjean. Pour le colloque du GERS de novembre 2005. René Dauman. Professeur en ORL. Annoncer une surdité. Résumé. Au moment d'annoncer à des parents entendants que leur enfant est sourd, il y a au fond 2 grandes questions que le médecin est en droit de se poser. 1. Quelle est la solidité des données audiologiques en ma possession, pour dire que cet enfant est sourd? 2. Comment vont les parents? Ils sont souvent inquiets, angoissés, ils espèrent bien que leur enfant entend finalement comme eux. L'annonce de la surdité à des parents entendants est un événement traumatisant qui laisse une empreinte pouvant se maintenir très longtemps. La responsabilité d'annoncer la surdité incombe au médecin qui a effectué les tests diagnostiques. Il faut donc que ce dernier ait acquis des connaissances solides dans 2 domaines distincts, la technique d'une part, le relationnel d'autre part. Avec l'annonce d'une surdité, nous entrons dans le champ de la psychologie médicale. Certains seront probablement surpris de voir ces 2 disciplines, psychologie et médecine, réunies dans une formulation inhabituelle. Et pourtant, a-t-on souvent entendu des patients se plaindre que le médecin s'était montré trop attentif à leur égard, trop à leur écoute, qu'il avait passé trop de temps à leur expliquer ce qu'ils avaient? Au moment d'annoncer à des parents entendants que leur enfant est sourd, il y a au fond 2 grandes questions que le médecin est en droit de se poser. La première concerne les données recueillies sur l'enfant, la seconde a trait aux parents. 1. Quelles données audiologiques? Quelle est la solidité des données audiologiques en ma possession, pour dire que cet enfant est sourd? Pour essayer d'être aussi concret que possible, je décrirai la situation suivante. L'enfant a 2 mois et demi. Dans les jours suivant la naissance, 2 tests de dépistage successifs en maternité n'ont pas permis de conclure à la normalité de l'audition. Un potentiel évoqué auditif pratiqué à 1 mois pendant le sommeil naturel a révélé un tracé plat de chaque côté, mais les tympanogrammes réalisés le même jour évoquaient une otite séreuse bilatérale. Un tel obstacle sur l'oreille moyenne doit rendre le clinicien très prudent dans son annonce diagnostique. 1 mois et demi plus tard, il n'y a pas d'auto-émission acoustique,
le potentiel évoqué auditif reste plat malgré les diverses sortes de stimulation auditive employées. En audiométrie comportementale, les seuils moyens de conduction aérienne bilatérale au casque se situent à 90 décibels. À la tympanométrie, on peut cette fois-ci conclure à la normalité de l'oreille moyenne. Ces données réunies plaident en faveur d'une surdité profonde. 2. Comment vont les parents? Ils sont souvent inquiets, angoissés. Leur enfant a 2 mois et demi, et ils espèrent bien qu'il entend finalement comme eux. L'annonce de la surdité à des parents entendants est un événement traumatisant qui laisse une empreinte prolongée. Nous le reverrons tout à l'heure. La responsabilité d'annoncer la surdité incombe au médecin qui a effectué les tests diagnostiques. Il faut donc que ce dernier ait acquis des connaissances solides dans 2 domaines distincts, la technique d'une part, le relationnel d'autre part. Ayant déjà esquissé le premier aspect dans l'exemple choisi, j'essayerai de détailler un peu plus le second aspect. 1. Le médecin qui se penche sur l'aspect relationnel de l'annonce diagnostique ne dispose pas d'éléments quantitatifs. Cette absence peut déjà à elle seule être la source d'une certaine perturbation pour lui. Dans sa dimension technique, l'entretien conduit en effet à transmettre aux parents des données quantitatives, par exemple le degré de surdité de l'enfant et ou son seuil auditif moyen. Déjà à l'aise avec ce type de données, le médecin peut rendre son discours plus accessible en décrivant sur l'audiogramme les seuils auditifs mesurés en dB sur les différentes fréquences. Il peut aussi montrer sur des schémas de l'oreille la nature et le siège de la déficience auditive, et même montrer sur l'audiogramme de quelle manière la courbe auditive de l'enfant peut interférer avec le spectre moyen permettant à la parole d'être entendue. Cette partie technique de l'entretien se résume au fond à une sorte de monologue. 2. L'autre composante de l'annonce, si importante pour la suite, est beaucoup plus interactive. Il faut bien se rendre compte d'abord de l'extraordinaire paradoxe dans lequel se trouvent les parents. Ils vont entendre par des mots que leur enfant est sourd. Voilà plusieurs semaines qu'ils se posent des questions sur l'audition de leur enfant. On leur a dit à juste raison que les tests pratiqués à 1 mois étaient sensibles à l'état de vigilance de l'enfant, à la présence d'un peu de liquide derrière le tympan, et donc ils espèrent secrètement que la situation s'est rétablie 1 mois et demi plus tard. Au lieu de cela, ils vont être confrontés à la réalité, leur enfant est bien sourd. Le témoignage des parents que vous entendrez tout à l'heure le dira bien mieux que moi. L'annonce diagnostique laisse une empreinte très forte dans leur vie psychique. Cette empreinte peut se maintenir très longtemps, même si la surdité n'est pas médicalement profonde. Alors la question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi le choc est-il si violent? Quelques idées me sont venues à l'esprit pour essayer de répondre à cette question. 1. Les parents apprennent par l'audition que leur enfant est sourd. Ils sont capables de se souvenir mot pour mot ce qu'il leur a été dit pour annoncer cette nouvelle. Peut-être la source auditive de cette nouvelle favorise-t-elle une entrée plus brutale, plus profonde dans leur esprit, dans leurs pensées? 2. Les parents entendants sont finalement comparables à la population générale qui les entoure, et il y a donc toutes les chances pour que leur niveau de connaissance en matière de surdité soit, dans un pays comme le nôtre, encore très limité. Il n'est pas impensable que la représentation sociologique de l'audition ait une influence sur l'impact d'une telle annonce. Je suis pour ma part persuadé qu'une partie du handicap ressenti par les malentendants vient de leur sentiment d'être incompris par ceux qui les entourent. Chaque progrès dans le regard porté sur la malaudition, la surdité ou la déficience auditive rapprochera les malentendants de ceux qui ont la chance de bien entendre sans le savoir. La santé est une couronne sur la tête des bien-portants qui n'est visible que des malades. 3. Le diagnostic est probablement aussi difficile à annoncer qu'à établir, et peut-être même l'annonce est-elle plus difficile à faire que le diagnostic lui-même? Et si une partie de la difficulté résidait dans ce qui peut se passer dans la tête du médecin à ce moment précis? Quelles sont ses propres conceptions? Est-il capable de les dépasser, de prendre un peu de recul par rapport à ses convictions? Est-il capable d'écouter d'une oreille attentive les questions que les parents choqués vont lui poser? Est-il capable de réaliser à cet instant précis que si on pose une question c'est d'abord pour recevoir une réponse? Est-il capable de saisir le mot ou l'expression qui va lui permettre de nouer un contact avec les parents, avec ce qu'ils ressentent?
Maintenant que grâce au dépistage le diagnostic de surdité va pouvoir être fait plus tôt, à 2, 3 ou 4 mois, la tâche annonciatrice va-t-elle être plus facile? Ce n'est pas certain. L'expérience des parents sera un peu moins longue. Même si ce temps de l'annonce n'est pas le moment où les choix éducatifs seront à décider, il est possible que les parents dans leur angoisse soulèvent la question. Et donc il paraît souhaitable que dès ce stade, le médecin ait les idées claires et équilibrées. Comme toute personne, le médecin a le droit d'avoir des convictions, un avis personnel. Mais l'orientation qu'il va conseiller aux parents ne doit pas se limiter à un choix personnel, à une préférence personnelle. C'est peut-être ça au fond qui demandera un peu plus de temps. Savoir répondre avec bienveillance et neutralité aux questions des parents, lorsque la surdité est sévère ou profonde. Si la surdité est moyenne, et si les parents sont entendants, la question me paraît plus facile à aborder pour le médecin. Parce qu'il est important que les parents et l'enfant puissent partager une même langue, l'approche audiophonatoire sera à privilégier. Mais pour autant, n'allez pas croire que les parents seront toujours forcés de faire ce qui leur a été dit. Il n'est pas rare dans les surdités moyennes diagnostiquées à 3-4 mois, de voir les parents reculer jusqu'à l'âge de 12 ou 18 mois le début de l'appareillage. N'oublions pas que la surdité est un handicap invisible, qui ne sera rendu visible que par l'appareillage. On voit bien là aussi l'importance de la dimension sociologique du problème. Je terminerai par 2 situations assez particulières. La première correspond aux enfants transférés en soins intensifs, parce que très peu de temps après la naissance, ils ont commencé à manifester des signes inquiétants sur le plan de leur santé générale. Si on découvre vers 3-4 mois chez ces enfants une surdité profonde, il est très important de vérifier que l'audition ne s'améliore pas dans les mois qui suivent, et ceci jusqu'à l'âge d'1 an. Voilà une circonstance où l'annonce diagnostique devra être encore plus prudente que d'habitude. Et puis il y a une deuxième circonstance, encore assez inédite, où l'annonce diagnostique peut être très difficile. Ce sont les faux négatifs. Ils sont rares mais possibles. Nous en avons 3 pour l'instant, pour un peu plus de 50 000 enfants testés. Ce sont dans les 3 cas des surdités moyennes, caractérisées par une remontée de l'audition sur les fréquences aiguës. En conclusion, l'annonce diagnostique est un moment douloureux pour les parents. Comme pour tout enfant, il faut d'abord savoir répondre aux besoins d'informations relatives au développement général de l'enfant. Accueillir un enfant sourd au sein de sa famille, c'est d'abord accueillir un enfant. Mais parce que les parents seront amenés à développer des compétences spécifiques, il faut savoir très tôt reprendre la balle au rebond, pour amorcer le dialogue sur ce qu'ils pensent ou craignent sur l'avenir. Essayer de savoir comment quelque chose qui nous déplaît pourrait évoluer dans l'avenir proche, n'est-il pas une de nos caractéristiques essentielles? Biographie. René Dauman est professeur à l'Université de Bordeaux, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Membre du service ORL, responsable de l'unité médicale d'audiologie. Membre du bureau de l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant, AFDPHE. Secrétaire général du Collégium ORL, CORLAS. Bibliographie. Pour cette intervention. Dauman R., Rousset M. Garabédian N. 2009. La surdité permanente de l'enfant relève-t-elle du dépistage néonatal? Pratique et organisation des soins, vol 40, numéro 3, 207 à 212. Dauman R. 2008, connaître pour respecter. L'après-avis du Comité consultatif national d'éthique CCNE sur le dépistage néonatal des enfants sourds. Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, 55/26-30. HAS. Recommandations de bonne pratique. Surdité de l'enfant. Accompagnement des familles et suivi de leur enfant sourd de 0 à 6 ans, soumis à l'approbation du Collège de la Haute Autorité de Santé. Dessin de Pascal Finjean. Pour le colloque du Gers de novembre 2003. Isabelle Thiebaud. Christophe Crouzier. Yaron Chavy. Parents. Les parents racontent. Résumé. 3 parents ont accepté d'intervenir pour ce colloque. Une maman et 2 papas.
Tous leurs enfants sont en milieu spécialisé avec intégration en milieu ordinaire. Leur âge s'échelonne entre 3 et 12 ans. Certains sont implantés, d'autres pas. Les parents racontent comment se sont passés leurs premiers pas dans la surdité. Madame Isabelle Thiebaud. Monsieur Christophe Crouzier. Monsieur Yaron Chavy. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.